Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue à parler des feedlots aux États-Unis, mais cette fois, on va s'intéresser à leurs conséquences environnementales et à l'intégration dans l'économie américaine, avec l'activité page 198-199 de votre livre. Donc, on va corriger ensemble cette activité. Alors tout d'abord, on avait un petit schéma et on vous demandait quels étaient les acteurs économiques de la filière du bœuf. Alors on peut les classer en 3 catégories. D'abord, il y a les acteurs économiques du secteur primaire. Le secteur primaire, c'est le secteur de la production agricole. Donc d'abord, il y a ceux qui récoltent le blé, le maïs, la betterave, qui vont servir à l'alimentation du bétail, donc les cultivateurs. Et évidemment les éleveurs qui vont fournir donc les animaux pour cette industrie. Donc éleveurs et agriculteurs travaillent dans la main avec des agricultures intensives industrielles. Ça, c'est la première catégorie, la catégorie du primaire. Deuxième catégorie, c'est la catégorie dite du secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est quoi? C'est un secteur dans lequel on transforme une matière première ou on transforme dans une matière en autre chose. Donc, le travail qui est fait essentiellement dans les usines. Donc, ça va être ce qui est fait dans les abattoirs. Donc, on abat les bêtes pour avoir la viande. Et dans des usines, les usines agroalimentaires, on transforme la viande en divers produits, des steaks hachés, des différents steaks qui vont après être conditionnés pour être vendus dans les magasins sous cette forme-là ou dans les restaurants. C'est le secteur tertiaire cette fois. Donc les magasins et les restaurants, c'est le bout de la chaîne économique pour ces bœufs qui sont produits par les feedlots. Donc, 3 catégories d'acteurs, primaire, secondaire, tertiaire. Deuxième question, on vous demandait qu'est-ce qu'on consomme dans ce restaurant, c'est-à-dire The Big Texan Steak Ranch. Alors, c'est assez limpide, hein. C'est un restaurant de viande. Alors, par curiosité, moi j'ai été voir un petit peu ce qui est proposé dans ce restaurant. Alors, c'est pas que de la viande, hein. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi du poulet, des choses panées, énormément de choses frites, des sandwichs, des hamburgers, des choses comme ça. Ils sont célèbres, ce magasin, pour organiser un concours, le concours de steak de 72 ounces, c'est-à-dire c'est un concours où on mange le plus de steak possible, enfin le menu entier. Et celui qui a réussi à manger le plus de ce menu, eh bien, remporte un prix. Pour vous donner une idée, hein, 72 onces, ça représente un steak de 2 kilos. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on recommande une portion de viande, par exemple pour une journée ou pour un repas, c'est plutôt de l'ordre de 120 grammes. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est démesuré. Voilà donc le type de restaurant où sont consommés les steaks qui viennent de la viande des feedlots. Parce qu'en fait, ils en produisent tellement que bien sûr, après, il faut fournir. Et c'est d'ailleurs, on a même souvent dit que c'était une des causes de l'obésité aux États-Unis, c'est-à-dire que l'agriculture américaine s'est mise à produire tellement, des quantités tellement énormes, qu'elle avait besoin de débouchés, c'est-à-dire de clients au bout de la chaîne, qui consomment toute cette nourriture parce qu'elle était produite et il fallait pas qu'elle se perde. Donc du coup, on a créé des restaurants avec des formules all you can eat, c'est-à-dire formule à volonté, on mange tout ce qu'on veut dans les quantités qu'on veut, des paquets de taille démesurée dans les magasins, des portions gigantesques dans tous les restaurants, dans tous les hypermarchés. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le pays au monde qui est le plus frappé par l'obésité. Tout ça, il y a une logique, une cohérence dans tout ça. Alors, troisième question, on vous demande quelles sont les conséquences de l'élevage intensif pour les bœufs et pour les consommateurs. Alors là, il y a plusieurs réponses. Donc déjà, les conséquences, surtout, elles sont très importantes pour les bœufs, puisqu'on vous dit que pour que ça fonctionne, eh bien, ils vivent dans des espaces complètement artificialisés. Donc, et c'est des espaces réduits. Vous vous rappelez la comparaison entre le ranch et le feedlot, il n'y a absolument rien à voir en termes d'espace pour les bêtes. Les bêtes vivent soit dans des enclos, soit dans des espaces libres. Donc ça n'a évidemment rien à voir.
Donc ils vivent dans des espaces étroits, le nombre de bêtes est extrêmement important, donc c'est pas facile et stressant pour les bêtes. En plus, ça va jusqu'à la fin, les conditions d'abattage vont être faites, ça va être fait dans des conditions industrielles, donc ils sont très difficiles. Pareil pour les conditions de transport. Donc c'est des conditions de vie très dures pour les animaux. Et pour les consommateurs, eh bien, le texte ne l'évoque pas spécialement, à moins que je l'ai mal lu. Pour les consommateurs, la principale conséquence de ce type d'élevage, c'est la baisse du coût de la viande au final. Alors, je reprends le steak là que j'avais trouvé chez Walmart. Donc vous voyez, c'est 6 dollars par livre. Bon, bah, c'est pas cher du tout, hein, et ça va de soi que si on avait une viande élevée dans des conditions différentes, avec un plus faible rendement, ça ne pourrait pas coûter ce prix-là. Il faut toujours savoir que la viande qu'on n'achète pas cher dans un supermarché, le prix est en fait ailleurs. Le prix, il est pour l'animal, il est pour l'environnement. Donc, la viande ne peut pas être pas chère si les conditions de vie de l'animal ont été respectées. En réalité, ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Quatrième question, quel autre problème pose l'élevage intensif? Donc ça revient à ce que je disais à l'instant, hein. L'élevage intensif, c'est une pratique agricole coûteuse avant tout pour l'environnement. Vous voyez que d'abord, il faut une vaste surface agricole, hein, pour l'élevage intensif. Le bœuf produit 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que les autres animaux. On estime même que les élevages bovins ont une responsabilité non négligeable dans le réchauffement climatique. De plus, par l'eau que les animaux consomment et surtout l'eau qu'on utilise pour produire la nourriture pour les animaux, puisque la nourriture est entièrement industrielle, eh bien on va faire pousser du maïs, le maïs consomme énormément d'eau, on va faire pousser des betteraves, on va faire pousser du blé, et pour nourrir ces animaux, en fait, on consomme donc du coup 11 fois plus d'eau que ce qu'on consomme quand on mange des céréales, quand on mange le même poids en céréales, ça nécessitait beaucoup moins d'eau. Donc c'est un coût très important pour l'environnement. Les spécialistes de l'environnement disent même qu'un des premiers gestes que l'on peut faire nous-mêmes dans notre vie pour limiter le réchauffement climatique, c'est réduire notre propre consommation de viande. Alors ils ne disent pas qu'il faut tous devenir végétariens, mais déjà être raisonnable, si on réduit sa consommation de viande, eh bien on a un impact réel sur l'environnement. Question 5. Pourquoi peut-on dire que cet espace agricole est intégré à l'espace urbain grâce à la filière agroalimentaire? Alors, cette question, elle est un petit peu compliquée, moi j'ai trouvé, mais on va essayer d'expliquer quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire intégrer à l'espace urbain? C'est une manière de vous dire que le monde rural n'est pas séparé de la ville. Dans les pays développés en particulier, il y a un lien très fort entre tous ceux qui vivent à la campagne et tous ceux qui vivent en ville. Parce que c'est pas de l'agriculture vivrière comme on avait vu pour le Mali. Au Mali, l'agriculteur, il fait d'abord vivre sa famille avec son champ. Ici, on a des champs et des élevages qui produisent des quantités phénoménales. Et le but de ces élevages, c'est de vendre. Et qui est-ce qui a la capacité d'acheter? Eh bien, ce sont les urbains. Donc en réalité, on a dans les pays développés un espace rural qui est au service de la population urbaine. C'est-à-dire qu'il est complètement intégré. Tout ce qui est fabriqué à la campagne va après être consommé essentiellement en ville, puisque c'est là que se trouve la population. Enfin, question 6, à l'aide du schéma, explique comment l'élevage intensif permet de mettre en valeur un espace de faible densité, mais nuit à l'environnement. Bon, ben, ce schéma, il est très simple, et il permet en gros d'aborder l'élevage intensif en termes d'avantages et d'inconvénients. Donc les avantages, vous voyez, c'est ce qui est écrit ici en haut en vert clair. L'élevage intensif fait vivre de nombreux acteurs et permet une production commerciale. Comment traduire ça en des mots plus simples? Eh bien, ça veut dire que l'élevage intensif fait vivre de nombreux acteurs, ça veut dire qu'il crée beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'élevage intensif. Il y a tous les cultivateurs, il y a tous ceux qui travaillent dans les feedlots, ceux qui travaillent dans les usines. Donc, pour l'économie, c'est un secteur très important parce que l'emploi, c'est au final ce qui fait vivre des gens au quotidien. Donc, c'est pour ça que les gouvernements souvent soutiennent ces pratiques industrielles parce que derrière, il y a des intérêts économiques importants et il y a beaucoup de gens qui en vivent. Donc, ça fait vivre de nombreux acteurs, ça génère de nombreux emplois.
et ça permet une production commerciale. Et bien là, il faut comprendre que on l'a surtout fait pour faire baisser le coût au final. On a un produit qui devient pas cher pour les consommateurs et qui permet du coup d'avoir une consommation de masse. Et c'est vrai qu'il faut quand même voir cet avantage de l'agriculture intensive, pas que de l'élevage. Il faut se rappeler que pendant des siècles, on a vécu, toute la population mondiale, dans une situation de tension alimentaire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez, les rendements agricoles n'étaient pas suffisants pour nourrir de façon certaine toute la population. Il y avait des famines au Moyen Âge, et puis jusqu'au XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelle des disettes. C'est pas aussi fort que des famines, mais il y avait une situation de manque, de crise. Eh bien, avec les techniques modernes, on a assuré, pour les populations qui en avaient les moyens dans les pays riches, une production agricole qui permet de nourrir tout le monde. Donc la sécurité alimentaire. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut considérer comme un avantage. Néanmoins, ces avantages ont un coût. Et ces coûts-là, c'est les inconvénients, ce qu'on voit en dessous, eh bien, le coût, il est pour la vie des animaux. Les animaux, ils vivent concentrés dans des conditions de vie très difficiles qui ne respectent pas leurs conditions naturelles. Et en plus, ça a des conséquences pour l'environnement, pour les eaux, pour les sols et même, on peut l'ajouter, pour l'air. Donc, on a des avantages économiques, mais des inconvénients pour l'environnement et pour les animaux, pour la vie des animaux. Voilà pour ce qui est des conséquences des élevages intensifs de bovins au Texas. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour finir cette leçon de géographie. Au revoir.